cet après-midi va tirer ces deux fils, en commençant par le deuxième que j'ai mentionné, sur la décolonisation du présent, ou la décolonisation de manière plus générale, qui a été entamée par deux panels collectifs ces deux dernières après-midi, jeudi et vendredi, et qui sera en un sens conclu, même si le sujet n'est pas clos, mais qui sera conclu par l'intervention de Selwa Lust Bulbina, qui est à côté de moi, et que je suis très heureux d'accueillir. Selwa est philosophe. Elle est rattachée. Je commence un peu à fatiguer, hein, moi, mais pas grave. Non, ça va. Je vais te laisser parler. Elle est rattachée au laboratoire. Alors ça, je ne le sais pas. LCSP de l'Université Paris Denis Diderot, et elle a été directrice de programme au Collège international de philosophie. Beaucoup d'entre vous la connaissent ici, je crois. Elle est l'auteur de livres sur la décolonisation des savoirs qui ont marqué, comme Le singe de Kafka et autres propos sur la colonie, L'Afrique fantôme, et ses fantômes, pardon. L'Afrique et ses fantômes, où les Arabes peuvent-ils parler? Je crois que la majorité de tes livres se trouvent à la librairie, ce qui me permet de rappeler que la librairie Petite Égypte est installée ici pendant toute la durée de la manifestation, et que si cela vous intéresse pour consulter des livres, voire en acheter, c'est là que ça se passe. Donc je te laisse, Selwa. Tu as proposé le titre qui est parfaitement en accord avec nos deux fils sur la temporalité et sur la décolonisation des savoirs, hétérochronie décoloniale. Merci beaucoup. D'abord, je suis très contente d'intervenir ici dans la colonie, donc ce très beau lieu ouvert par Kader Attia. Donc je remercie Kader Attia, Lucie Touya, Lionel Ruffel de me donner l'occasion donc de développer quelques considérations sur les hétérochronies décoloniales. Et en disant que on peut pencher toujours d'un côté plus savant ou plus populaire, et là, ça sera peut-être plutôt du côté savant que du côté populaire de la philosophie, mais enfin en essayant d'être intelligible. Et je voudrais déjà mettre une espèce de sous-titre à mes hétérochronies décoloniales. C'est la formule suivante: aime ton prochain comme il t'aime lui-même. C'est une formule qui n'est pas de moi, c'est une formule que je dois à Freud et qu'il écrit très justement dans Malaise dans la civilisation. Et en avant-propos, je voudrais aussi citer, c'est un peu ma tendance, j'aime reconnaître mes dettes, et donc citer Derrida qui dit la chose suivante quand il analyse la formule de Hamlet: The time is out of joint. Time, c'est tantôt le temps même, la temporalité du temps, tantôt ce que la temporalité rend possible, le temps comme histoire, les temps qui courent, le temps que nous vivons, les jours d'aujourd'hui, l'époque, tantôt par conséquent le monde comme il va, notre monde aujourd'hui, notre aujourd'hui, l'actualité même, là où ça va et là où ça ne va pas, où ça pourrit, là où ça marche ou ne marche pas bien, là où ça va sans aller comme ça devrait par les temps qui courent. Time, c'est le temps, mais c'est aussi l'histoire et c'est le monde. Alors, je voudrais commencer en fait par des remarques préliminaires pour que vous compreniez un peu le cadre dans lequel je travaille, enfin le cadre que je me suis construit. En fait, en travaillant sur la décolonisation des savoirs, j'inclus les arts et la littérature. C'est la première chose, parce que ce sont les formes d'un savoir qui ne se connaît pas lui-même. Elles sont poétiques et non théorétiques. La théorie même, et notamment la théorie philosophique, peut bien entendu contenir de la poésie. Elle peut contenir la poésie comme intuition, comme association, comme style. À l'inverse, le poétique peut contenir de la théorie comme trace, comme empreinte, comme fantôme. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Et la chose qui est très intéressante, c'est que les arts et la littérature sont moins soumis à la censure que d'autres activités symboliques, car ils sont moins institutionnalisés, bien qu'ils soient beaucoup plus commercialisés, bien entendu, que les autres activités symboliques auxquelles je fais référence, la philosophie, la théorie littéraire, etc. Ils sont donc pour cela aux avant-postes de la décolonisation.
C'est déjà pour moi une façon d'affirmer que le non-savoir est contenu dans le savoir, qu'il est à la fois un dehors et un dedans, qu'il est donc en tant que tel irréductible. Nous ne connaissons pas les processus par lesquels nous pensons, nous créons, nous écrivons. Et c'est de cette situation particulière que je réfléchis. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que je crois qu'il est préférable de penser le savoir donc en termes de circulation et d'échange que de capital et de propriété. L'histoire de la pensée nous a montré combien était féroce la lutte pour la propriété du savoir, à commencer par la découverte de l'Amérique. Découverte entre guillemets, bien entendu. C'est une capitalisation de la connaissance qui a poussé aux explorations botaniques et ethnographiques, parce que, comme certains penseurs en Europe l'avaient justement observé, il n'y a pas de pouvoir sans savoir. C'est bien pourquoi l'académie et l'académisme posent problème. Michel de Certeau, qui est un de mes auteurs de prédilection, l'avait bien dit, dans un texte intitulé, dans un texte aussi beau titre, « Le soleil noir du langage », il écrivait ceci, « Ce qui donne à chacun le pouvoir de parler, personne ne le parle. » C'est pourquoi, soit dit entre parenthèses, et c'est une pique, n'étant pas professeur à l'Institut d'études politiques, je ne dessinerai aucune ligne dogmatique. La question de savoir qui a le savoir peut ainsi paraître plus pertinente que la question de savoir de quel savoir s'agit-il ou qu'est-ce qu'un savoir, questions qui sont non seulement hautement politiques, mais réellement épistémologiques. C'est quelque chose qui est très important parce que, par exemple, certains peuvent s'approprier un savoir comme étant un savoir universel, notamment dans les Nords, en faisant du savoir des Suds un savoir particulier, dont on ne pourrait parler qu'entre nous, les ex-colonisés. Donc aujourd'hui, par exemple, la question de l'hégémonie dans les études postcoloniales ou décoloniales doit être posée. C'est ma troisième observation. Sauf à être abominablement naïf et faussement idéaliste, on ne peut pas considérer que penser à partir de Duke University, je pense à Mignolo, de Berkeley, je pense à Grossfogel, est identique au fait de penser à partir de Witwatersrand Membe ou de Calavi ou à enseigner Paulin ou Tongi. D'autant que les indépendances américaines ont largement bénéficié aux Européens, à l'exception fameuse de Haïti, cas singulier, quand les indépendances africaines ont, à l'exception fameuse de l'Afrique du Sud, bénéficié à ceux qui étaient à la fois colonialement indigènes, entre guillemets, et arriérés, entre guillemets. Qui a et le temps et l'argent? Les langages mineurs, au sens de Deleuze, de la littérature mineure, des textes de Kafka, sont ici et maintenant traduits et déformés dans les discours de la majorité. Ils sont mis au service des intérêts dominants. Cela produit des erreurs de parallaxe par défaut de déplacement, comme si être à Paris, c'était être partout ailleurs qu'ici. Du reste, de mon point de vue, et je l'ai déjà affirmé, la plupart des postcoloniaux en France, aujourd'hui, sont, en tant que post-colonialistes, de véritables faux amis pour les post-colonisés. Il ne faut donc pas confondre le post-impérial et le post-colonial. Le post-impérial est la situation actuelle des pays dont le passé, voire le présent, est un passé impérial de domination de certaines régions ou de certaines populations particulières. Le post-colonial est l'état contemporain des régions et ou des populations particulières qui ont vécu sous cette domination, qui ont pu s'en émanciper, comme dans la totalité des pays africains, ou qui n'ont pas accédé à l'indépendance, comme dans les régions d'outre-mer françaises, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, etc.
la position des premiers, les postes impériaux, n'est pas réductible et transférable à celle des seconds, les postes coloniaux. Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question d'individualité, c'est sur les deux plans théoriques et pratiques une impossibilité épistémique. Cette impossibilité, elle tient à quelque chose qui est assez important, mais qu'on a un petit peu oublié, c'est que l'on croyait autrefois pouvoir adopter le point de vue du prolétariat contre les savants bourgeois. Mais si l'on croyait cela, ce n'était pas, ne serait-ce que sur le strict plan de la théorie, sans difficulté de fond. Considérer la société bourgeoise du point de vue du prolétariat ne peut s'effectuer dans la pensée marxiste que grâce à des, entre guillemets, bien sûr, méthodes scientifiques qui ne sont accessibles, paradoxe de plus, qu'au milieu bourgeois. Mais les socialistes savants et donc bourgeois estiment qu'ils peuvent, loin du jeu oiseux de savants de cabinet, montrer le chemin du socialisme. Or, l'autre colonial, ce n'est pas le prolétariat. Ce sont des sociétés et leur hiérarchie spécifique qui sont colonialement dominées. En elles ne se confondent pas les propriétaires et les non-propriétaires, sauf à adopter une position primitiviste qui déshistoricise et dépolitise les régions, les populations et pour finir les sociétés concernées, les enfermant dans des terrains, entre guillemets, bien problématiques, car comment découpe-t-on un terrain? Les Kabyles en sont un exemple extrêmement connu, puisque la société kabyle a été l'un des terrains d'élection de l'anthropologie. C'est même l'une des sociétés sur laquelle il y a le plus de littérature. Aujourd'hui, et par analogie donc, si les savants socialistes post-impériaux ont succédé aux savants bourgeois coloniaux du passé, ils ne sont pas en position de décoloniser activement et rapidement les savoirs, car les institutions post-impériales et quelquefois même les institutions post-coloniales demeurent empreintes de colonialité. L'impossibilité épistémique dont je parle tient au fait qu'on ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assis. Autrement dit, il est impossible de percevoir peu comme prou ou de mauvais ou de bon gré les bénéfices de la colonialité en détruisant les préjudices. Sur le plan théorique, c'est une contradiction dans les termes. Sur le plan pratique, c'est une impossibilité. Voilà qui veut dire qu'on ne partage pas tous le même présent postcolonial. C'est pourquoi je voudrais examiner un aspect de la décolonisation, mais qui me semble décisif, l'hétérochronie. Je suis ravie d'avoir eu en fait à réfléchir davantage sur la question de l'hétérochronie, précisément pour cette intervention. Alors je reprends donc un certain nombre de choses qui ont l'air d'avoir été établies. Les historiens occidentaux, européens et américains, prétendent faire de la décolonisation une période comprise entre 1945, voire 1955 et la conférence de Bandung, et les années 60. D'abord, c'est maintenir la linéarité. Ensuite, c'est faire de la décolonisation un processus achevé. Enfin, c'est prendre la partie pour le tout. Que faire, par exemple, à cet égard, de l'apartheid en Afrique du Sud et de sa disparition au milieu des années 90, soit il y a 20 ans seulement. Il s'agit en Afrique continentale de la dernière colonie de peuplement européen. Il ne revient pas au même de se décoloniser à Johannesburg et à Buenos Aires. Et c'est une différence historique. L'historiographie, Nietzsche en parlait comme d'une insomnie, c'est très intéressant. Il en parlait comme d'une forme d'insomnie, une insomnie sociale. L'historiographie nous a habitués à la périodisation. C'est pour ça que précisément on dit voilà, telle période, c'est la période de décolonisation et les gens comprennent. Parce que maintenant, genre, c'est terminé, n'en parlons plus. Qu'est-ce qu'on dit post, bien après. À cet égard,
Ce n'est pas un hasard, évidemment, que le terme postcolonial nous vienne d'historiens indiens voulant en découdre avec une historiographie européenne, en l'occurrence britannique, voyant les Indiens du dehors et les regardant à la lumière de préoccupations et d'intérêts totalement exogènes. Premier déplacement. Et c'est bien parce que l'historiographie est un art du récit que les études postcoloniales ont très vite migré du côté de la littérature et de l'art de la fiction. Comme si la rupture postcoloniale ne pouvait pas ne pas s'accompagner d'un autre déplacement, comme si également le récit ne pouvait pas être abordé, après on pourra y revenir parce qu'il y a de nombreux exemples littéraires, etc., comme si également le récit ne pouvait pas être élaboré sans s'intéresser à la fiction, parce que qu'est-ce que l'historiographie passée européenne si ce n'est une grande fiction se faisant passer, n'est-ce pas, pour autre chose qu'elle n'est, et donc de la remise en question de la modernité occidentale comme paradigme de la rationalité. On sait que la décolonisation a commencé dans les activités symboliques avec la littérature, avec les mots. Je reprends un exemple rapidement. Lorsque Kateb Yassine écrit Nejma, il élabore un récit dans la langue même du colonisateur, la transformant également dans un style dont on ne peut pas voir l'intimité avec la langue arabe, déconstruisant ainsi sa colonialité de la langue française. Kateb, c'est l'anti-Camus et Camus l'anti-Kateb. Lorsque Camus est dans le temps de la colonie, Kateb est au même moment dans le temps de l'indépendance. Le temps, en effet, n'est pas statique. Comme le montrent les luttes politiques, il est dynamique. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, postcolonial est conjugué statiquement et abstraitement. Conjugué, on le sait, c'est distinguer les temps, voire les dissocier. Alors on a postcolonisation, postcolonialisme. Ce qui me pose un très gros problème, parler de postcolonisation, de postcolonialisme. Parce que quand on aborde le temps comme ça, on le fait demeurer non seulement sous l'empire de la colonisation, mais aussi, à la différence du terme postcolonial, qui conserve présent les deux faces ou les deux côtés de la colonie, du côté du colonisateur. Car c'est le colonisateur qui colonise et qui défend le colonialisme. Du côté post-impérial, les difficultés les plus importantes sont des difficultés qui sont idéologiques. Bon, on sait que le temps statique, c'est le temps du calendrier, mais on sait moins que le calendrier, le calendarium, c'est le livre de comptes. Donc, voilà qui pose un problème de fond. Cela pose un problème de fond et dans la vie des individus et dans l'existence des sociétés. Car l'histoire est rapportée à la capacité de faire des comptes, par exemple, bilan globalement positif de la colonisation. Ce n'est que la résultante d'un certain paradigme, d'une certaine façon de penser la fonction de l'histoire. Donc on établit une comptabilité pour dresser un bilan. Combien d'hôpitaux? Combien de routes? Combien d'écoles? Heureusement, des penseurs ont montré que la médecine pouvait contenir du sadisme. Fanon. Qu'on ne construisait pas d'écoles là où il y avait de grandes propriétés de colons. Abdelmalek Sayad. Et bien d'autres choses encore, dévoilant donc l'ambivalence que peut contenir toute politique comme toute action humaine, et montrant évidemment combien l'objectivité n'est rien sans la subjectivité. C'est pourquoi la décolonisation n'a rien à voir ni avec le bilan, ni avec la comptabilité. Lorsque, enfin, Achille Mbembe reprend une expression de Frantz Fanon pour en faire le titre d'un de ses livres, « Sortir de la grande nuit », il fait de la nuit la colonie et du jour la post-colonie, la grande affaire de l'Afrique. Il l'inscrit dans le calendrier, on dirait aujourd'hui, il l'inscrit dans l'agenda. Lorsque Ferhat Abbas déclare « Demain se lèvera le jour », il ne dit pas autre chose, il fait des indépendances une révolution dans le calendrier,
Qui dit calendrier, je le rappelle, dit aussi religion, puisque nous vivons tous d'une manière ou d'une autre dans le calendrier grégorien. C'est une convention mondialisée et hégémonique. La périodisation n'a de sens que relativement à ce calendrier et à cette convention. Elle en est dérivée et nous fait dire, écoutez bien, qu'on peut ne pas être dans son temps propre, mais dans un autre temps. Lorsque, c'est quelque chose qui est très connu, qui revient très souvent, lorsque certains disent que les musulmans en sont restés au Moyen-Âge, par exemple. Qu'est-ce que être de son temps dans son temps ? Le 11 novembre dernier, Le Monde titrait « La jeunesse progressiste de New York au pied de la tour Trump ». La jeunesse progressiste, entre guillemets, autrement dit urbaine et diplômée, minoritaire aux États-Unis, il faut le dire. Dire ces électeurs ne nous représentent pas ou ce n'est pas ça l'Amérique, c'est dire que Trump et ses électeurs ne sont pas de leur temps, entre guillemets. Trump serait, écoutez bien, réactionnaire. On comprend à quel point le temps présent est normé. C'est à cette aune qu'il faut comprendre l'opposition coloniale entre arriérés, c'est-à-dire d'un autre temps, et évolués, c'est-à-dire de leur temps. La notion même d'avant-garde n'aurait eu aucun sens autrement. Elle fait du présent le temps du futur. La notion même de tradition, à l'opposé, qui désigne l'immémorial sans commencement ni fin, renvoie ipso facto le présent au passé. Du coup, on peut ironiquement se poser la question de savoir si le décolonial est progressiste par sa visée de l'après ou par sa visée de l'avant réactionnaire. On peut se demander ce que décolonisation signifie relativement au présent et dans le temps présent, car s'il est un spectre qui hante l'Occident, c'est bien celui de l'avant-garde, tant sur les plans politiques qu'esthétiques. C'est ce qui conduit certaines théorisations du contemporain ou certaines productions artistiques dites contemporaines qui se veulent en avant du présent lui-même, prophéties qui annoncent les temps à venir à partir des signes contenus dans le présent actuel, ce qui oblige aussi à réfléchir aux prophéties, mais c'est encore une question, très intéressante. Mais une société, je dirais, qui se croirait délivrée de l'archaïque ne pourrait être qu'une société où les archaïsmes prolifèrent silencieusement. Et par exemple, l'Église. Sans Église, c'est-à-dire sans catholicisme, comment peut-on parler de ligne dogmatique ? Sans Église et sans dogme, comment est-ce qu'on peut parler de la laïcité comme d'une religion ? Donc évidemment, on a nous-mêmes, bien sûr, des archaïsmes sur lesquels il faudrait que nous nous interrogions. Donc je poursuivrai en disant qu'un monde colonial, bien sûr, ne s'effondre pas d'un coup, il ne disparaît pas brutalement, ce n'est pas une catastrophe naturelle, ce n'est pas un tsunami. Sa mise au placard de l'histoire s'effectue sur la base de luttes âpres, multiples et difficiles, et notamment sur le plan épistémologique. La marginalisation, l'invalidation des pensées extra-européennes, parce que ces pensées extra-européennes, quand elles sont africaines, ou quand elles sont ultramarines, comme on dit, entre guillemets, elles sont surnuméraires. Elles ne sont pas incluses. C'est ce qui s'ajoute à ce qui est déjà là, c'est-à-dire ça s'ajoute au principal. Pourquoi ça s'ajoute au principal ? Parce que j'en ai parlé, c'est frapper du sceau de la particularité. Donc, cette marginalisation, cette invalidation persiste après les indépendances. Elle témoigne de la colonialité du pouvoir et du savoir européen ou plus largement occidental. Mais ça vaut aussi dans les pays qui ont été anciennement colonisés, c'est-à-dire dans les post-colonies. Par exemple, il n'est pas possible d'être à la fois phytothérapeute à Abidjan et professeur de philosophie à l'université. Il faut dissocier les deux. Parce que, en tant que phytothérapeute, c'est-à-dire médecin traditionnel, détermination anthropologique classique, en tant que médecin traditionnel, on n'est pas rationnel. Ce qui est l'obstacle au fait d'entrer à l'université. Et à l'université, ne croyez pas qu'on enseigne les philosophes africains. On enseigne les philosophes européens, principalement. Donc, là aussi, la question
se trouve bien sûr posée. Donc, je disais que ces pensées extra-européennes, cette marginalisation qui est due donc au pouvoir et au savoir européen ou occidental, sont-ils des fantômes qui hantent le présent? Sont-ils des membres fantômes qui font toujours souffrir? Car la souffrance indique une présence dans le présent, mais que cette présence soit réelle ou imaginaire. Voilà qui articule, quoique de façon trouble, le présent et la présence. Il y a du présent et des présences en même temps, ce que je nomme pour ma part hétérochronie. Le présent n'est pas homogène. Il contient lui aussi, comme aurait dit Foucault, ses bordels et ses cimetières, ou comme aurait dit Derrida, sa spectropoétique et sa spectrographie. À la fois cimetière et bordel, les archives, et surtout les archives coloniales, nous lèguent d'abord des problèmes. Elles représentent un regard à la fois éloigné, étranger et sûr de lui. Elles constituent ce qu'on peut appeler, et ce que moi j'appelle des anthropologismes qui débordent l'anthropologie. Mais la vérité qui leur était attribuée s'est effacée avec la fin des colonies. C'est une autre vérité qui cherche à s'exprimer et qui passe par des canaux aussi divers que singuliers. Les artistes interrogent-ils ces archives? S'interrogent-ils sur ces archives? En tout cas, ils les exposent tels des trophées pris sur les stéréotypes du passé. Ils les dédient à un assemblage d'images hétéroclites et mélangées, mixées au prisme du présent. Ce faisant, ils transforment paradoxalement le connu en inconnu. Les artistes baignés dans les anthropologismes dont leurs ancêtres ont fait l'objet, parce que ce n'est pas des anthropologismes qui concernent d'autres personnes que les membres de leur famille passée, recomposent des puzzles toujours nécessairement complets en miroir des images du passé. Alors le présent, est-ce que c'est le vivant? C'est ce que pensait Marx. D'ailleurs, il y aurait des choses à dire aussi. Est-ce ce qui est ajusté dans le même temps? À l'évidence, le désajustement, c'est ce que montrait Derrida dans Spectre de Marx, est la marque du présent et doit être pris en considération dans la conception d'une décolonisation, notamment une décolonisation des savoirs. Saint-Augustin, il y a fort longtemps, le berbère, notre berbère catholique, a fait observer qu'on parle de temps qui n'existe pas, le passé et le futur. À ses yeux, il y a 3 dimensions subjectives du présent. Le passé du présent, le présent du présent, le futur du présent, ce qui provoque des désajustements. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non. Donc, le passé du présent, la mémoire, l'imagination, etc. Cela signifie que le temps et le présent n'ont de réalité que subjective. Les troubles du présent viennent de ce futur du présent, de ce passé du présent, c'est-à-dire de ces dimensions à l'intérieur du présent, donc de ces présences, et de ces présences bien entendu subjectives, car ils le contaminent par des considérations qui ne sont pas d'actualité et qui sont véritablement inactuelles. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas pertinentes. Quand on pense aux considérations inactuelles de Nietzsche, les considérations inactuelles de Nietzsche sont écrites après la guerre de 70. C'est important. Comme le dit Freud, en ce qui concerne la vie psychique, la conservation du passé est plutôt la règle qu'une étrange exception. Que conservons-nous et comment? De quoi héritons-nous et comment? Qu'est-ce qui nous est transmis et que répète-t-on? On comprend mieux les préoccupations philosophiques d'un Jean Eboussi-Boulaga, car il ne s'agit pas de transformer les politiques, les savants, les artistes postcoloniaux en échos sonores. En outre, les générations ne partagent pas nécessairement dans l'harmonie préétablie de l'homochronie, comme il y aurait du reste, il faudrait y réfléchir à l'articulation des deux, une harmonie préétablie de l'homosexuation, les hommes avec les hommes et encore des hommes et qui parlent, qui écrivent et qui s'invitent. Donc les générations ne partagent pas la même historicité.
Lorsque certains sont de la génération de l'indépendance et voient éventuellement le présent comme une trahison de leurs idéaux, d'autres voient en l'indépendance un passé éloigné, étranger à leurs préoccupations. On parle donc à ce moment-là de contemporains en confondant le fait de vivre en même temps et d'avoir le même âge. On ne tient pas non plus compte des générations d'études qui sont extrêmement importantes, sauf lorsque l'on parle, souvent sans y penser, de post-colonial, de post-moderne, de post-structuralisme. Le post masque alors plus souvent l'écart qu'il ne le creuse. L'homochronie, en fait, c'est le mythe d'une coïncidence impossible de chacun avec son temps. Or, non seulement il y a dyschronie, mais il y a aussi hétérochronie. Alors, je veux juste poursuivre un peu là-dessus. Nous disons hic et nunc, soit ici et maintenant, pour dire qu'il n'y a pas de maintenant sans ici. Ici, à Paris ou à New York, n'est pas ici, à Yaoundé ou à Dakar. Il faut d'abord délocaliser le présent et se dessaisir de la pensée que Yaoundé ou Dakar sont ailleurs et non ici. C'est une grande erreur de voir comme des ailleurs les lieux qui sont d'autres ici. La banlieue, l'Afrique, les Antilles. Regarder les choses ainsi, c'est les regarder exotiquement. Or, précisément, l'exotisme persiste partout. Pour Ségalen, l'exotisme est le divers vulgarisé et vulgaire qui promeut des valeurs fausses parce qu'il est intrinsèquement colonial. Ainsi, dit-il, de la musique du désert réduite au passage des chameaux ou du concubinage d'une blanche avec un noir, ce sont ces exemples. C'est pourquoi Ségalen soutient, en dépit de la connotation du terme exotisme, que le colonial est exotique, mais que l'exotisme dépasse puissamment le colonial. Cependant, bien sûr, il est difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. Le Gabonais Joseph Tonda, par exemple, parle ainsi d'une impossible décolonisation des sciences sociales africaines. Il y a pour lui, en effet, c'est très intéressant, un inconvénient à être du cru, à être autochtone. L'autochtonie avait semblé une voie de dépassement de la colonialité. Or, l'autochtonie elle-même est un leurre. Il ne suffit pas de créer un « nous » pour analyser les catégories qui ont contribué à empêcher la formation de ce « nous ». L'autre, écrit Joseph Tonda, pour l'anthropologue postcolonial africain, c'est celui qui idéologiquement est son frère de race. Je pense aux races coloniales, notamment qui font que les Pounous, les Fang, les Nzebi et bien d'autres populations du territoire du Gabon étaient des races dans la classification coloniale. Fin de la citation. L'anthrotoponymie, par exemple, enseignée à l'université de Brazzaville, est un marqueur ethnique qui ethnicise la société et permet les assignations identitaires tout autant que les opérations de police au sens général de ce terme. Il faut en ce sens interroger les obstacles internes qui font barrage à la sortie des classifications coloniales, arabe versus kabyle, blanc versus noir, etc. À cet égard, bien sûr, il convient de s'interroger de façon générale sur l'usage politico-idéologique des catégories autrefois dominantes dans les classifications hiérarchisantes des populations. Et je signale au passage l'intérêt que Joseph Tonda porte au sacrifice humain. Je le dis au passage parce que c'est une question qui avait été posée par Kader Attia lors d'une des séances de ces rencontres. Parce que Joseph Tonda montre qu'il y a des sacrifices humains qui persistent, hein. Et il les analyse aujourd'hui comme une perversion de la tradition sacrificielle par l'esprit marchand, car, je le cite, la valeur correspond désormais à l'acquisition de ce que l'on appelle en langue bantoue les choses des Blancs. Fin de la citation. Donc vous le voyez, en fait, les problématiques de part et d'autre de la ligne impériale coloniale ne peuvent être confondues, habiter la frontière. Du côté post-impérial, l'anthropologie vise politiquement à mettre un terme aux abstractions philosophiques et aux généralités. Du côté postcolonial, la philosophie vise politiquement à mettre un terme aux spécificités ethno-anthropologiques et aux particularités. Sorti par le bas d'un réel universel abstrait d'un côté, sorti par le haut du pseudo-particulier concret de l'autre.
Donc, les obstacles épistémologiques, évidemment, ne sont pas exactement les mêmes de part et d'autre de la frontière, car frontière il y a. Du côté post-impérial se trouvent les sujets d'élection de l'anthropologie et de la philosophie. Du côté post-colonial se trouvent les objets par excellence de l'anthropologie, tous ces vendredis divers et variés. La difficulté donc sur le plan philosophique est dans de nombreuses régions postcoloniales de devoir détacher le sujet de l'ethno-anthropologie dans les termes mêmes qui ont servi à l'assujettir, c'est-à-dire les termes européens. Je fais référence à toute la problématique des langues, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on doit déconstruire quelque chose dans la langue qui a servi à construire précisément ces catégories et ces catégories oppressives? Sauf que dans certaines régions, dans le continent africain, l'arabe, langue également indo-européenne, je le signale, parce que ça veut dire que les significations et les ramifications étymologiques proviennent des mêmes sources, permet de rompre avec le rapport colonial à la langue. C'est quand même un avantage, mais l'usage prépondérant de l'arabe peut masquer, sous l'apparence d'une homogénéité régionale, l'hétérogénéité des situations tant philosophiques que politiques. Donc, du côté postcolonial, les difficultés matérielles et symboliques abondent. Certains ont posé épistémologiquement le problème en demandant si celui-ci était un problème de contenant et de contenu. C'est ainsi que, par exemple, dans L'odeur du père, Valentin Mudimbe se demande si les spécialistes africains des religions et des philosophies africaines auraient, je le cite, pris simplement et fidèlement catégories, concepts, schèmes et systèmes occidentaux pour y couler, excusez-moi, entre guillemets, des entités africaines. La méthodologie, poursuit-il, comme ses présuppositions, serait similaire ainsi à l'ethnologie, à celle de l'ethnologie ou de l'anthropologie du début du siècle. Fin de la citation. Donc, la question pour Mudimbe est au fond celle de l'écart à prendre à l'égard de l'Occident, mais pas seulement de l'écart, de ce qu'il en coûte vraiment d'assumer cet écart. La colonialité, on l'a compris, c'est une plaie. Il faut en trouver les remèdes. Faut-il réviser les normes et les règles de travail? Et quid de leur reconnaissance? En effet, qui ne se souvient de la réputation d'imposteur de Cheikh Anta Diop? Quand je faisais mes études, c'était ce qu'on me disait. En France, il lui arrive les mêmes mésaventures académiques que Fanon au même moment. En 1951, il prépare sous la direction de Marcel Griaule une thèse de doctorat d'anthropologie. Il ne parvient pas à réunir un jury et publiera son travail sous la forme d'un livre, un an après Peau noire, masque blanc, en 1953, Nation nègre et culture. L'ambition de Diop est de développer ce qu'il appelle une anthropologie sans complaisance. C'est le titre d'un de ses livres, Civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance, un texte de 81. Doit-on oublier qu'il s'est aussi engagé en faveur, comme Fanon, en faveur de l'indépendance? Cela souligne encore, s'il en était besoin, l'articulation pouvoir-savoir. Comme le dit Mudimbe, en définitive, le problème des sciences sociales en Afrique est un problème politique. Quel maître se choisir? Pour moi, c'est ni Dieu ni maître. L'idéologie impériale de l'Occident ou le service du devenir de l'Afrique. Donc, le refus, par voie de conséquence, le refus de sécession par rapport au reste de l'humanité, c'est l'expression de Membe, se manifeste de plusieurs manières. Les processus de décolonisation ont consisté sur de nombreux plans que j'unis, rationnels, politiques, mimétiques, je suis ainsi les catégories d'Aristote, à faire disparaître les anthropologismes, même si c'est de façon variable et différenciée. Les usages politiques de l'anthropologie n'ont pas nécessairement disparu. Sur le plan mimétique, j'en ai parlé. Nombreux sont les artistes contemporains qui travaillent ces anthropologismes. Mais ce que je veux dire, c'est en travaillant sur ces anthropologismes, en travaillant sur ces images, il faut comprendre que ces images qui sont ces images d'archives, etc., ces anthropologismes concrétisent des concepts. Et que donc, en étant la concrétisation d'un regard, elle concrétise aussi des craintes, des angoisses, de la fascination et de la répulsion. C'est très difficile, bien sûr. Ce n'est pas un matériau froid, les archives. Loin de là, c'est un matériau qui est brûlant. Malaise dans la décolonisation.
Dans son Malaise dans la civilisation, Freud imagine une ville dans laquelle tout aurait été conservé, du plus ancien monument au plus récent bâtiment. Rome est l'exemple qui montre, dit-il, que nous sommes loin de pouvoir saisir au moyen d'images visuelles les caractéristiques de la vie de l'esprit. Donc ici, je préférerais me faire entendre que me faire voir. C'est un jeu futile de tenter de représenter ce qui est de l'ordre du temps par l'espace et de ce qui est de l'ordre du psychisme par des objets matériels. Car décoloniser, ce n'est pas se souvenir, c'est oublier. Mais comment ? L'oubli, c'est un travail qui produit un détachement, une séparation, raison pour laquelle on parle tant de travail de deuil. Ce détachement, c'est une dépossession, une désaffection qui permet d'investir de nouvelles représentations, les bâtiments récents, de telle sorte que la ville, pour reprendre le paradigme, ne soit pas un champ de ruines. C'est long, difficile, peu évident. Les fantômes intérieurs sont là, présents. Dans ce travail de deuil et de séparation, dans ce travail d'oubli, nous héritons aussi de dettes. Et je signale au passage que, selon l'expression de Khatab Yassine, dans ce qui pourrait être le cercle des représailles, les ancêtres peuvent redoubler de férocité. De quoi héritons-nous et comment ? L'héritage, Derrida l'a montré, est frappé d'une hétérogénéité radicale et nécessaire. Il est disparate. Si, écrivait-il dans Spectre de Marx, la lisibilité d'un legs était donnée, naturelle, transparente, univoque, si elle n'appelait et ne défiait en même temps l'interprétation, on n'aurait jamais à en hériter. On en serait affecté comme d'une cause naturelle ou génétique. On hérite toujours d'un secret qui dit « lis-moi, en seras-tu jamais capable ?» Ce secret, moi je l'ai nommé depuis longtemps secret de famille. Bembe l'a appelé petit secret de la colonie, car la colonie fonctionne au secret. Ce secret, c'est un crime historique collectif. Du crime de l'autre, je continue à citer Derrida, du crime de l'autre, un forfait dont l'événement et la réalité et la vérité ne peuvent jamais se présenter en chair et en os, seulement se laisser présumer, reconstruire, fantasmer. Fin de la citation. Donc décoloniser, je termine, c'est hériter d'un hiatus, d'un abîme, d'une contradiction, c'est maintenir ensemble ce qui non seulement ne tient pas ensemble et vient du dehors, mais ce qui a été, comme dans une histoire familiale perverse, meurtrièrement apporté, destructivement incorporé, agressivement intériorisé, puisque de l'autre nous étions les déchets, ou comme le disait Hegel, les rognures d'ongles. C'est l'expression qu'il utilisait. Cet autre est toujours présent, il n'a pas disparu, le dysfonctionnement politique, économique, social, la dissonance littéraire, artistique, philosophique de la postcolonie ne saurait donc nous étonner. La décolonisation, pour finir, du fait de cette hétérochronie, de ce présent non présent de ces fantômes, n'est pas un progrès, elle n'est pas une solution, elle n'est pas une réparation, elle est simplement un devenir. Et je terminerai par cette petite citation de Deleuze. Quand je dis Alice grandit, je veux dire qu'elle devient plus grande qu'elle n'était. Mais par là même, elle devient plus petite qu'elle n'est maintenant. Bien sûr, ce n'est pas en même temps qu'elle le devient. Mais c'est en même temps, du même coup, qu'on devient plus grand qu'on était et qu'on se fait plus petit qu'on devient. Telle est la simultanéité d'un devenir dont le propre est d'esquiver le présent. En tant qu'il esquive le présent, le devenir ne supporte pas la ségrégation ni la distinction de l'avant et de l'après, du passé et du futur. Il appartient à l'essence du devenir d'aller, de tirer dans les deux sens à la fois. Alice ne grandit pas sans rapetisser, et inversement. Le bon sens, c'est l'affirmation qu'en toute chose, il y a un sens déterminable, mais le paradoxe est l'affirmation des deux sens à la fois. Merci.
Merci Céloi de ce très bel exposé qui lie deux de nos problématiques essentielles ici, et de mes problématiques propres, je dois dire, à la fois la question de la temporalité et celle du pouvoir pris sur cette historicité. Et justement, en t'écoutant utiliser ce terme d'hétérochronie, je me disais que dans un champ qui m'a personnellement beaucoup occupé, mais qui a occupé certains de mes collègues ici ces dernières années, qui est qu'est-ce que signifie ce mot contemporain, de plusieurs endroits, nous sommes beaucoup à être arrivés à l'idée que ce contemporain est essentiellement hétérochronique, ou polychronique, ou anachronique. En tout cas, il n'est pas homogène en termes de chronologie ou de temps, de temporalité et de construction de l'histoire. Et précisément, on peut tourner ça dans tous les sens, et tout le monde ne le fait pas, mais on peut le tourner dans tous les sens. Je pense que ce qui a produit non pas un temps hétérochronique, puisque le temps est hétérochronique par nature. C'est la nature du temps de ne pas être homogène, de toute façon, en tout cas tel qu'il est conçu subjectivement et collectivement. Non, tel qu'il est vécu. Tel qu'il est vécu, oui, tel qu'il est conçu homogène. Pardon, merci de le préciser, tel qu'il est vécu, mais subjectivement et collectivement. Donc, ce qui fait que le temps est pratiquement par nature tel que nous le vivons, toujours subjectivement et collectivement hétérochronique. Je veux dire, le fait même de penser à autre chose quand on fait quelque chose montre bien qu'on vit dans plusieurs dimensions à la fois. On est à la fois des êtres qui ont une vie subjective liée, je ne sais pas, à des collectifs, par exemple familiaux, où ici je peux penser à mes enfants pendant que j'écoute ces lois, etc. C'est déjà une manière d'être hétérochronique, quoi. Simplement, si il y a eu cette conception du temps homogène, c'est précisément dans le cadre de la modernité occidentale qui a construit un temps homogène parce qu'il s'agissait de construire un nous dans un cadre précis, la nation, et qui devait définir des autres, etc. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'on voit à la fois dans le champ théorique et dans le champ des pratiques artistiques, c'est une enquête ininterrompue sur l'hétérochronie. À la fois dans le champ théorique, dès finalement le Time is out of joint de Derrida, d'ailleurs, reprenant Shakespeare, mais je ne sais pas, Alyosha et Cantuta qui seront là tout à l'heure, toutes leurs pratiques, par exemple, curatoriales sur la temporalité, c'est pour aller vers une mise en exposition ou valorisation de ces hétérochronies. Et je pense par exemple à Jakob Lund qui est ici et qui lui-même, dans sa propre analyse du contemporain, venant plutôt du Nord et d'un pays qui n'a pas été un pays colonisateur, on arrive exactement aux mêmes choses. Et quand on le tourne dans les deux sens, l'apport essentiel, c'est celui de la critique postcoloniale, en un sens, d'un point de vue, ou des media studies de l'autre. Et on voit bien que chez Ravi Sundaram, par exemple, ça se rejoint. Media studies et critique postcoloniale. Donc, d'une certaine manière, je me dis qu'il y a aussi structurellement dans la pensée et la pratique des arts aujourd'hui une espèce d'apport extraordinaire de la critique postcoloniale qui souterrainement a quand même reconstruit le sens de l'histoire. Est-ce que tu partages cela ? Oui, il y a eu des critiques internes, il y a eu des critiques internes, et d'ailleurs des gens comme Saïd ont parlé des critiques internes, mais la question des critiques internes de la modernité, l'école de Francfort, etc., par exemple, ce qui a donné lieu à des mouvements d'étudiants. Il faut bien penser que Adorno, c'est le penseur de la jeunesse allemande des années 60 et Marcuse aux États-Unis. Donc, ça a donné des choses. Mais simplement, c'est ce qui s'est passé, ce que Saïd a très bien observé, c'est que c'est tombé dans le puits de l'académisme, en fait. C'est ce qu'il a appelé les théories voyageuses. C'est-à-dire qu'en réalité, les théories, elles ont perdu elles ont perdu, ce faisant, leurs enjeux pratiques. Tandis qu'il y a un enjeu pratique qui reste toujours très fort dans les études postcoloniales. Alors, ou postcoloniales ou décoloniales, etc. Mais moi, je voudrais quand même relativiser, c'est-à-dire qu'on n'a jamais un rapport facial à quelque chose. J'y suis très sensible puisque la philosophie prétend qu'on va voir les choses en elles-mêmes, c'est-à-dire de face. Et je crois qu'on a tous un rapport oblique et que donc on ne traite pas forcément cette question de l'hétérochronie de front. C'est la raison pour laquelle je te disais que je me suis dit, il faut que j'aille plus loin d'ailleurs, que ça m'intéressait de la traiter principalement et non pas secondairement, parce que très souvent, on se dit, comme on n'a pas de paradigme alternatif, on se dit, oui, d'accord, il y a le temps linéaire, mais il faut penser, et donc on en fait des parergas, c'est-à-dire des à côté.
Et ces à côté nous accompagnent, etc. Mais principalement, on est toujours dans le calendrier. C'est pour ça que je parlais du calendrier. Donc, c'est un petit peu compliqué. Alors, effectivement, chez les uns, chez les autres et tout ça, c'est intéressant. Ça serait d'ailleurs, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est toujours des projets un petit peu encyclopédiques, c'est de faire une encyclopédie des hétérochronies, quoi, dans la pensée, chez les artistes, en vidéo, voilà, comment on peut s'en faire une espèce d'image, tout simplement pour rassembler des choses et pour pouvoir avoir des voies d'accès. Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les voies d'accès. C'est pour ça que j'inclus les arts et la littérature. C'est pour ça que je le redis. Ça m'apparaît effrayant de parler de ligne dogmatique. Je ne veux pas fermer. Je pense qu'on ne peut pas, la pensée fermée, c'est plus une pensée. Alors là, je comprends que c'est un médium. Hein. Oui. Mais c'était certains historiens ou théoriciens se sont un peu livrés à cette. Je pense par exemple à A Thousand Years of Non-Linear History de Manuel de Landa, qui était déjà un petit peu cette volonté de retracer le dernier millénaire de la pensée non linéaire, oui, de l'histoire non linéaire. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faudrait faire un catalogue. Il y a autre chose que je voulais ajouter, c'est que ce qu'on comprend bien, enfin en tout cas c'est ma perspective, c'est qu'on ne saisit véritablement l'hétérochronie qu'en admettant l'inconscient. Hein. Je veux dire, si... Voilà, c'est de l'un, on va de l'un à l'autre. Hein. Sinon, c'est pas possible. Ça veut dire... Et c'est un problème de l'historiographie. Un très gros problème de l'historiographie, parce que dans ce cas-là, c'est comme ça qu'on trouve, par exemple, les façons très intéressantes, les façons de raconter d'un glissant. La répétition. Alors lui, il ne dit pas la répétition, il dit le ressassement. Parce qu'on est obligé de repasser sur le même truc qu'on va voir de façon différente à chaque fois qu'on repasse. Alors comment on écrit ? Puisque nous, dans ce temps linéaire, c'est toujours pour aller de l'avant. C'est comme quand on me dit, par exemple, et alors votre conclusion, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, quel est le progrès que vous avez accompli ? Alors là, on retombe toujours dans le... Moi, j'ai été frappée par ça, en fait, en lisant Hannah Arendt. Hannah Arendt, elle ne conclut jamais. Elle ne conclut aucun de ses textes, Hannah Arendt. Et on est là, on voit la chose se développer, puis à un moment, on se dit, zut, qu'est-ce que j'ai dans les mains, là ? Il n'y a plus rien, j'ai lu le livre, mais... Et on aime bien s'accrocher à une conclusion qui permettrait de donner, entre guillemets, une leçon à notre histoire. Je veux bien ouvrir le dialogue à vous. Donc, si vous voulez, vous savez que vous pouvez parler dans les deux langues. If you want to speak in English, ask a question in English to Selwa, feel free. Non, le micro juste. Oui. Non. C'est parce que c'est enregistré. Allô. Bonjour Selwa. Bonjour Michel-Ange. J'ai pas pu assister à la lecture. Je viens d'arriver là. Et je suis interpellé par les dernières remarques. Je veux savoir pourquoi vous l'appelez cette dynamique, l'inconscient. Vous avez dit là tout à l'heure, faut admettre l'inconscient. Pourquoi l'inconscient ? Pourquoi ce terme-là ? Chaque terme a ses connotations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous là dans ce cas ? Parce que moi, j'ai aussi dans mes héritages, j'ai hérité de Freud. C'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, la plupart du temps, quand on lit, par exemple, je vais donner un exemple. Il y a beaucoup, bon, c'est une première génération d'études, mais il y a eu des générations d'études dans lesquelles on a présenté, Françoise Vergès le dira mieux que moi, l'esclavage comme d'un côté les oppresseurs, de l'autre côté les soumis, comme s'il n'y avait pas de marge d'ambivalence dans les rapports, de marge de manœuvre, de jeu au sens de choses qui... C'est plus complexe en fait. Et puis on sait qu'il y en a qui résistent, il y en a qui collaborent du côté des... Donc, en fait, tant qu'on ne... À mon sens, tant qu'on ne prend pas en compte l'existence, sans même en connaître la nature, l'existence de dimensions inconscientes, non perçues, on ne peut pas saisir la complexité de certaines situations, et notamment ces situations-là. Donc, soit... Alors, ça donne des choses qui sont un peu qu'on trouve par exemple souvent dans les livres scolaires ou pour la jeunesse, des choses comme ça, des choses qui sont assez stéréotypées, c'est-à-dire qui manquent de vérité.
le mauvais colon qui est forcément mauvais, tout méchant, tout sale, tout vilain, etc., tout diabolique, le bon colonisé qui, lui, est une âme pure, etc., etc. Ça creuse, en fait, ça creuse les écarts et ça empêche de voir exactement comment, par exemple, je vais donner un exemple, Michel-Ange, comment, par exemple, dans l'histoire que les Algériens se racontent à eux-mêmes, ceux qui ont été assassinés, quasiment, on n'en parle pas. Voilà, on ne va pas parler des luttes internes à l'intérieur de la Révolution. On ne va pas dire qu'un tel a été assassiné dans sa chambre à Madrid, qu'un autre a été vendu par ses frères etc. On ne va pas le raconter. On ne va pas le raconter. Donc il y a ce premier niveau, c'est-à-dire qu'il faut arriver, et le deuxième niveau qui permet quand même de mieux comprendre la difficulté que nous avons à appréhender tout simplement la pratique, parce que moi, je pense toujours que la théorie, je le pense comme mes prédécesseurs, la théorie, elle vient toujours tard. Elle ne vient pas trop tard. Elle vient tard. Elle vient tard. Mais je dirais aussi que dans le même sens, il y a une dimension prophétique. Donc, qui arrive tard et avec une dimension prophétique. Si inconscient, vous avez dit, là tout à l'heure, vous avez dit du coup dimension inconscient, c'est-à-dire une zone d'ombre d'où vient l'intuition. Ben oui, parce qu'on raconte l'histoire, on ne peut pas la raconter. Il y a des choses qu'on ne fait pas, ça paraîtrait être en dehors de l'histoire, ça paraît comme un en dehors de l'histoire, voilà, tout simplement. C'est qu'est-ce qu'on inclut, qu'est-ce qu'on exclut. À chaque fois qu'on décide de penser d'une certaine façon ou d'une autre façon, il y a des choses qu'on exclut, il y a des choses qu'on inclut. Il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à ce qu'ils excluent et à ce qu'ils incluent. Moi, je suis d'un côté où j'ai fort intérêt à m'intéresser à ce qui inclut, et ce que j'inclus et ce que j'exclus, et qui j'inclus et qui j'exclus. Pour une double raison. Primo, parce que je suis une femme, et deuxièmement, parce que mes ancêtres étaient colonisés. On va prendre une dernière question. On a déjà 30 minutes de retard, donc j'aimerais qu'on n'en prenne pas plus parce que je maintiens des temps de pause longs, justement, pour qu'on puisse se reposer. Donc une dernière question, si vous le voulez. Oui, le micro, s'il vous plaît. Non, mais même tout ce qui est simple doit être, ou complexe doit passer par. En fait, ça reprend juste ce qui était dit à la fin. Si la théorie est en retard, qu'est-ce qui est en avance? Non. Est-ce que elle arrive tard. J'ai pas dit qu'elle arrivait en retard. Elle arrive tard. Mais est-ce qu'il y a un sens à la phrase de, je crois, Gaëtan Picot qui dit que l'histoire est le mauvais rêve de l'art? C'est-à-dire, est-ce que l'art ne vient pas aussi en avance, enfin, avant la théorie, pour empêcher les aspects désastreux de l'histoire? Mais il n'y a pas de théorie sans quelque chose qui est déjà là et qu'il faut mettre en forme. C'est-à-dire tout le monde a une matière, la théorie. Donc chacun a son rapport, je dirais, ultérieur et non pas à quelque chose. Et vous-même, en faisant un film, il y a du déjà là, et donc on ne le dit pas en avant, on ne sait pas en avant, on n'a pas la tête avant le corps, la pensée avant l'action. C'est ça qu'il faut... Oui, mais la théorie, elle vient après le film. C'est ce que je dis. Donc c'est la question que je pose. Est-ce que l'art ne vient pas avant? Avant la théorie, mais pas avant la matière. Ah ben, forcément. Donc il y a tout chacun. C'est un retard par rapport à quoi? Il n'y a pas de retard absolu. Ah, c'est vous qui avez parlé de... Oui, mais c'est un relatif. Qu'est-ce qui vient avant, pratique ou théorie pratique, c'est une vieille histoire. Oui, merci beaucoup. On va remercier Selwa pour cette première session. Merci.